Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va essayer de revenir sur le fait qu'une généralité puisse être permanente ou pas. On va essayer de, bien sûr, on parlera plus sérieusement des généralités et des instances dans un autre tuto, mais là c'est juste pour revenir à des choses importantes par rapport à ce que nous avions vu une fois précédente. Pourquoi est-ce que la généralité existant est permanente? Pourquoi est-ce que la généralité 1 est permanente? Pourquoi est-ce que 1 avec pot est permanent? Donc on va essayer de voir ça. Donc on avait vu que les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Et donc dans existant, on a bien sûr tous les existants, les permanents et les impermanents. Donc ça veut dire que dès l'instant où il y a des permanents, c'est les permanents qui l'emportent, puisqu'on a nécessairement besoin de la lunette conceptuelle pour envisager ces phénomènes permanents. Et comme ici, dans existant, les impermanents sont associés aux permanents, sont dans le même sac, en fait, de certains points de vue, l'ensemble existant est toujours observé au travers de la conscience conceptuelle. Donc la généralité existant et l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est ce qui fait qu'elle est permanente. Mais ce n'est pas parce que, donc là nous avions vu que c'était par rapport au riz pas bio et au riz bio, donc c'est ce qu'on avait vu une fois précédente. Très bien, on avait vu qu'on avait besoin des lunettes conceptuelles pour appréhender les permanents, et puisque les impermanents sont aussi inclus dans les existants, on a toujours besoin de ces lunettes conceptuelles. Donc, existant et permanent, mais si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement permanent. On a des tables, des tasses, des personnes, des consciences, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes impermanents et ils sont aussi des existants. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors j'ai eu une remarque intéressante de la part de Mariette qui m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une majuscule quand c'est une généralité. En fait, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que certaines généralités s'exemplifient elles-mêmes. Par exemple, quand on pense à chose, on pourrait mettre une majuscule, mais une chose est elle-même une chose. C'est une chose impermanente aussi. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. D'ailleurs, en tibétain, il n'y a pas nécessairement la marque du pluriel, il n'y a pas, il y a pas des pronoms définis, etc. Donc on a simplement existant en fait en tibétain, yeba. Et donc on n'a pas nécessairement de majuscules ou de minuscules, etc. C'est ce qui permet aussi de jouer sur les mots, parce que pour certains débats, on joue sur les mots pour savoir est-ce que chose est impermanente? Oui, et une chose est impermanente aussi. Alors que existant est permanent, mais un existant n'est pas nécessairement permanent. Donc ça, c'est intéressant. Et par rapport à un, donc un est aussi permanent. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu la dernière fois, d'innombrables instances de 1 sont impermanentes et d'autres sont permanentes. Et donc c'est la même règle qui prévaut ici. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a des permanents, c'est comme le riz pas bio, c'est cet ensemble qui gagne la partie. Ça veut dire que dès l'instant où on a des permanents, même s'il y a des impermanents qui sont associés à ces permanents, c'est l'aspect de permanence qui l'emporte, puisqu'on a toujours besoin de la conscience conceptuelle pour envisager cet ensemble. Donc, un est permanent, mais si c'est un, ce n'est pas nécessairement permanent. Donc là, nous sommes d'accord aussi, un tapis n'est pas permanent, il est impermanent. Très bien. Et on a aussi, bien sûr, la généralité différent, c'est exactement la même règle. On a des phénomènes qui sont différents et qui sont permanents. Par exemple, l'espace incomposé et le non-soi. Ce sont des phénomènes qui sont différents et ils sont permanents. Et puis, vous avez des phénomènes différents qui sont impermanents. Une table et une tasse sont des phénomènes différents et ils sont impermanents. Donc, ça veut dire que différent a de nombreuses instances. Pour une grande partie d'entre elles, ce sont des instances permanentes. Et pour une autre grande partie d'entre elles, ce sont des instances impermanentes. Donc, ça veut dire que l'ensemble différent est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. L'ensemble différent, la généralité différent, est permanente. Maintenant, on a un petit problème, c'est que si on parle de 1 avec pot, si on parle de 1 avec pot, on va revenir à la généralité 1, très bien. Si on parle de 1 avec pot, est-ce qu'on peut dire que c'est une généralité? On serait tenté de dire oui.
1 avec pot est une généralité parce que 1 avec pot a une instance, pot. Mais en fait, on apprendra quand on verra les généralités et les instances, heu, si un phénomène a une seule instance, ce n'est pas une généralité. Il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 instances. On verra ça plus en détail la prochaine fois. Sinon, en effet, l'argument de Mariette est intéressant. Puisque pot est impermanent, pourquoi 1 avec pot est permanent? Puisque sa seule et unique instance est impermanente, pourquoi la généralité 1 avec pot serait permanente? Donc 1 avec pot n'est pas une généralité, puisque, il n'a qu'une seule instance, et 1 avec pot est permanent. Pourquoi? Parce que 1 est permanent. Donc si 1 est permanent, 1 avec pot est nécessairement permanent. Ça veut dire que pour envisager avec notre esprit 1 avec pot, nous avons besoin de la conscience conceptuelle. Et donc 1 avec pot est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, et donc c'est nécessairement permanent. Mais si c'est 1 avec pot, c'est nécessairement impermanent. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est 1 avec pot dans tout l'univers? C'est pot. Et pot est nécessairement impermanent. Donc j'espère que ça va vous permettre de faire quelques raffinements par rapport à la façon dont nous pouvons distinguer les choses, comment est-ce que nous pouvons faire des divisions assez nuancées par rapport à la réalité des choses, et vous allez voir que petit à petit, ça va être assez intéressant pour la suite, bien sûr, pour le Madhyamaka, pour la voie médiane, pour des choses beaucoup plus libératrices, bien sûr, parce que au début, quand on voit ces raisonnements, ces débats, etc., on pourrait être tenté de se poser la question, mais à quoi ça sert? Eh bien, c'est la même chose que si on entrait dans l'atelier d'un ébéniste pour la première fois et qu'il est en train d'aiguiser ses ciseaux. On se dirait, mais quel drôle de métier il est en train de faire. Alors, en fait, l'ébéniste n'aiguise pas ses ciseaux par plaisir d'aiguiser ses ciseaux, c'est dans un but beaucoup plus constructif. C'est pour faire une magnifique œuvre d'art, un meuble sculpté, etc. Là, c'est la même chose. Quand on essaie de réfléchir sur la différence entre un avec pot, différent de pot, etc., c'est pas simplement réfléchir pour réfléchir, c'est dans le but de raffiner notre compréhension, notre conception, pour faire en sorte un jour de dépasser tout ça et d'arriver à des perceptions yogiques directes ou à des réalisations sur la voie. Mais sur le moment, parfois on aurait tendance à oublier justement cet aspect sur le long terme. Donc c'est toujours important d'y revenir encore et encore quand on débat, quand on analyse tout ça, de conserver la motivation, une motivation extrêmement vaste qui puisse englober un maximum d'êtres. Et sur le long terme, qu'est-ce que je vais faire avec cet esprit conceptuel? À quoi va-t-il me servir pour essayer, bien sûr, d'avoir accès à des phénomènes qui échappent à nos perceptions sensorielles? Donc ça, c'est tout l'intérêt, bien sûr, de la conceptualisation. Et donc, on verra tout ça progressivement par la suite. Merci beaucoup.